ça de cette manière-là, qu'est-ce qu'on fêtait le soir de Noël, c'est-à-dire en fait la naissance du Christ. Et même Mistral, qui est un auteur provençal qui a été prix Nobel de littérature, raconte le souper de Noël que l'on mange sur 3 nappes blanches. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voilà, donc tout ça c'est empreint de religiosité, mais c'était aussi un catéchisme vivant qui permettait à tout le monde de se rappeler, je dirais, donc, le sens de la fête de Noël. Et donc, Mistral nous parle toujours du nougat blanc et du nougat noir. Et le nougat noir, donc, c'est très facile à faire, et c'est ce que je vais faire devant vous. Vous voyez les enfants, vous allez bien suivre ma recette, et ensuite après vous pourrez demander à votre maman ou à votre grand-mère de en faire. Hein? Ou à votre papa. Oui, c'est bien donc dans la casserole, vous avez du sucre, j'ai mis du sucre et de l'eau, tout simplement. Et la première étape, c'est de faire fondre les cristaux de sucre. Du sucre roux? Alors là, c'est du sucre roux. Pourquoi? Parce que je vais vous faire du nougat souple. Donc je vais le monter à 130 degrés. Mais alors, comme il est moins caramélisé que le nougat noir dur, qui monte à 150, je préfère partir d'un sucre roux qui est plus teinté. Ne vous inquiétez pas, Matou, c'est une allergie, c'est pas le Covid. Hein. J'ai été testé, je suis négatif. Voilà. Voilà, donc la première étape nous permet de fondre les cristaux de sucre. La proportion en eau et sucre. Vous savez garder un secret? Oui, je sais garder le secret, vous m'aimerez la recette. Je plaisantais. Sinon, on ne peut pas le refaire. Je vous dis 40% d'amandes dans le nougat blanc, 60% d'amandes dans le nougat noir. Oui. Donc vous avez 40% de partie sucrée, vous faites moitié sucré et miel. D'accord. Et l'eau que vous mettez au départ, peu importe. D'accord. Normalement, on met un tiers d'eau par rapport au poids du sucre. Mais je dirais peu importe, puisque de toute façon à 100 degrés, ça va partir. Est-ce que tu vois peut-être? Voilà, donc une fois que ça bout, je rajoute le miel. Voilà. Donc là, on mélange bien le sucre et le miel. Et on va partir pour faire du caramel à 130 degrés. Vous me suivez bien là? C'est bon? Là, vous avez le seul investissement que vous avez à faire, c'est d'acheter un thermomètre qui monte à 200 degrés. On le met dans la casserole comme ça. On monte un peu la température. Et là, on le laisse aller. Et on va s'arrêter à 130 degrés. D'accord? Ça nous laisse un peu le temps pour parler un peu de l'histoire du nougat. Est-ce que vous savez d'où ça vient le nougat? Non. Non? Les enfants, comment ça s'appelle en Espagne? Touron. Du Touron, oui. Et en Italie? Le nougat. Torrone. Touron espagnol, Torrone italien. Et tous les deux, ce sont vraiment des spécialités de Noël aussi, comme le nougat, ici en Provence. Donc en Italie du Nord, dans le Piémont, ils le font à base de noisettes, ils sont producteurs de noisettes. Après, dans le reste de l'Italie, ça va être à base d'amandes. Donc en Sicile, en Sardaigne, dans le centre de l'Italie, dans le sud de l'Italie. Vous allez en Grèce, ça s'appelle du halva. Oui. Et vous allez en Bulgarie, tout autour de la mer Noire, vous avez du halva. Vous allez au Liban, ça s'appelle halwa. Donc c'est la même racine. Et puis vous allez en Iran, ça s'appelle du gas. Ils le font essentiellement à base de pistaches, parce qu'ils sont producteurs de pistaches en Iran. En fait, c'est une confiserie qui nous vient des Grecs, des Romains, de l'Antiquité. Et au Moyen-Âge, Marseille avait le monopole de la fabrication du nougat. Ils le faisaient à base de noix.
Pourquoi? Parce que les amandiers ne sont pas du tout un arbre natif de Provence. C'est un arbre qui est arrivé vers 1500. Vous savez comment? En fait, l'arbre, l'amandier, on en parle dans la Bible. Donc il y en avait en Palestine. Et ce sont les croisés qui sont allés libérer Jérusalem qui ont ramené des arbres fruitiers. Donc de même, ils ont ramené les amandiers, comme ils ont ramené aussi les pruniers. Il y a la prune de Damas. Donc on a comme ça des arbres fruitiers, je dirais, en France, qui sont originaires, je dirais, des retours des croisés de Palestine, je dirais, de Jérusalem. Notamment pour les pruniers, comme ils étaient allés pour libérer Jérusalem, ils n'y sont pas arrivés, ils sont revenus avec des pruniers, on leur a dit qu'ils étaient allés pour des prunes. Voilà. Vos amandes, elles viennent d'Italie essentiellement? Ah non, les amandes, elles viennent alors. J'aimerais pouvoir en faire avec les amandes de Provence, mais elles sont 50% plus chères que les amandes espagnoles. Vous travaillez uniquement avec les espagnols, donc vous avez deux grands sites de production dans le monde, c'est l'Espagne et la Californie. On se sert uniquement en Espagne. C'est l'amande de Valence, je dirais gros calibre 34-36, une amande très bonne, je dirais qui a du goût. Voilà. Donc je n'espère pas un jour pouvoir réutiliser des amandes de Provence, mais il faut savoir aussi que depuis 1954, les grands froids, je dirais, ça a tué bon nombre d'oliviers, d'amandiers, etc. Et puis nos agriculteurs sont plutôt partis sur d'autres productions, parce qu'il faut quand même 5 à 8 ans pour qu'un amandier puisse produire. Voilà. Et aujourd'hui, même les amandes de Provence, elles sont obligées d'aller en Espagne pour être cassées, pour être sorties de la côte, parce qu'on n'a pas les machines pour casser les amandes. Voilà. Donc c'est pas évident de travailler avec des amandes de Provence. Voilà, donc là, je vous ai dit donc l'amande, une fois que l'amandier est arrivé en Provence, là vous avez un monsieur qui s'appelle Olivier de Serres, qui est un agronome ardéchois, qui est un peu le père de l'agronomie, qui a développé la culture de l'amandier en Provence. À ce moment-là, je dirais le nougat va sortir de Marseille, on va arrêter de le faire avec des noix sur Marseille, on va le faire avec des amandes. Et ça va se diffuser un peu partout dans toute la Provence, jusqu'à ce que nous on considère comme le début du nord de la France, c'est-à-dire Montélimar. 75 degrés, voilà, ça progresse. Ensuite, au temps des Grecs et des Romains, on fabriquait le nougat uniquement avec du miel. Et c'était même d'ailleurs à l'époque un médicament, puisque ça permettait d'utiliser les propriétés du miel, notamment pour la gorge, pour s'éclaircir la voix, etc. Parce que le sucre, on ne connaît pas du tout. Vous avez vous aviez des marchands qui arrivaient d'Asie, qui en ramenaient un peu, mais c'était un produit rare, cher. Est-ce que vous savez à peu près vers quelle époque on a commencé à utiliser le sucre en pâtisserie, en confiserie en Europe? Non? Mais il faut que Christophe Colomb ait découvert l'Amérique. À ce moment-là, vous avez production de la canne, du sucre par la canne à sucre, et donc vous avez importation de la canne à sucre en Europe. Et donc c'est pour ça que vous avez par exemple un monsieur qui s'appelle Nostradamus, Michel de Notre-Dame, qui est né à Saint-Rémy-de-Provence, qui a vécu longtemps à Salon-de-Provence. Quand vous retournez sur l'autoroute A7 vers le nord, vous avez un immense panneau qui vous parle de Nostradamus lorsque vous approchez Salon-de-Provence. Et en fait, au Moyen-Âge, je dirais à la Renaissance, il a écrit un livre sur la conservation des fruits par le sucre. C'était une découverte, c'était un scientifique, il a fait des recherches, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des confitures, des pâtes de fruits, des fruits confits, tout ça, ça ne connaissait pas, on ne connaissait pas avant la Renaissance. Et c'est lui qui a développé aussi des recettes dans ce sens-là. Il nous a aussi donné des recettes de nougat. Voilà, là je suis arrivé à 120 degrés, il ne reste plus que 10 degrés. Voilà. Je vous ai parlé donc de la tradition des 13 desserts, qui est très importante, puisque même nous, aujourd'hui, dans le film, je dirais à l'époque de mes arrière-grands-parents ou de mon grand-père, on ne fabriquait du nougat que d'octobre à Noël, pour la période de Noël. Bon, maintenant on travaille toute l'année, ce qui nous permet de vous recevoir. Mais je dirais, on continue à faire 70% de nos ventes à Noël. Donc on est très orienté sur cette tradition des 13 desserts. Et ce qu'on a développé dans la boutique d'ailleurs, c'est, notamment pour Noël, c'est très orienté sur les 13 desserts pour vous donner la possibilité à nos clients de pouvoir orner la table des 13 desserts avec différents produits. Alors donc le XVIIe siècle, c'était des produits très simples, des figues sèches, des noix, des noisettes, des amandes, des raisins secs, etc. Après, on va rajouter des chocolats, des pâtes de fruits, des pâtes de fruits, des fruits confits, et puis la bûche de Noël, le gibassier, la pompe de Noël qui est une brioche, la fleur d'oranger, etc.
Et je dirais que chaque famille, chaque région de Provence a un peu sa liste. Hein. Donc il y a pas. Ce qui est important, c'est d'en avoir 13. Donc si vous avez envie au prochain Noël de créer cette tradition dans votre famille, n'hésitez pas d'avoir 13 desserts à table donc pour Noël. 125 là, on est presque arrivé. Moi, on a connu ça. Les 13 desserts. Il y avait 13 desserts sur la table et tout le monde. N'hésitez pas à me poser des questions hein, entre nous. Hein, je parle beaucoup, vous avez sûrement des questions à me poser. Là, les amandes ne sont pas émondées. Alors là, dans le nougat noir, on en met 60%. Elles sont grillées et entières, avec la peau. C'est à combien du kilo, monsieur, les amandes maintenant? Pardon? Ça revient à combien du kilo? Ah, ça dépend. Nous, on les achète, 5 tonnes par an. Oh là là. Donc, je dirais que j'ai des prix qui ne sont pas forcément les bonnes. Vous prenez-vous votre miel? Alors, le miel, il vient de Provence, par contre. Là, je travaille avec ah, voilà, stop. Là, j'arrête. Attention les enfants, écartez-vous juste un petit peu. Il y a des doucement, mais ça va. Alors, le miel, il vient de Provence. Je travaille avec ce qu'on appelle un gars qui fait des pots de miel, hein, qui travaille avec différents apiculteurs. Et je lui rends service en utilisant les fonds de... Et en fait, il me rassemble les fonds de fût. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai pas besoin d'avoir des pots bien faits. Donc lui, quand il remplit, il sort des pots d'un fût. À un moment donné, vous avez toujours une couche à la fin qui ne peut pas, je dirais, mettre en fût. Et donc du coup, il les rassemble. Je dirais, il ne peut pas les mettre en pot. Donc du coup, il les rassemble. Et ça me permet de bénéficier de miel label rouge ou bio, qui sont requalifiés. Et c'est donc des excellents miels que l'on utilise, que ce soit du miel lavande, donc qui vient de la Drôme provençale ou du plateau de Valençol, ou que ce soit des miels toutes fleurs. Par contre, je vous ai dit qu'il y a un équilibre avec toujours le miel d'oranger. Lui, par contre, le miel d'oranger, c'est lui qui me le fournit, mais il vient d'Espagne. Le mélange d'ailleurs, c'est vous qui le faites entre les différents miels. Oui, oui, tout à fait. De même que les amandes grillées, c'est... Pour griller les amandes, c'est nous qui les grillons. Voilà, donc là, ça a bien refroidi. J'arrive à quelque chose qui est assez, oui, assez visqueux, assez visqueux. Et je vais mettre mes amandes. On mélange bien. Ah oui, bien sûr. Oui, Thomas. Donc là, ces gestes-là, je les fais pour 1 kg de nougat. Hein. Je suis en train de fabriquer 1 kg de nougat. Mais c'est les mêmes gestes pour faire 20 kg. Hein. Donc là, on fabrique, nous, en production, c'est entre 15 et 20 kg. J'ai oublié de vous dire, hein, pour les photos, c'est autorisé, mais à condition que vous les diffusiez largement sur Facebook, Instagram. Oui, c'est bon. C'est tout le monde le connaît. Ne les gardez pas pour vous, hein, surtout. Tout le monde connaît. On va goûter avant. C'est une feuille de quoi? Alors ça, c'est la feuille d'hostie. Ça sent. Donc du coup, il n'y a pas de blanc d'œuf dans celui-ci. Pas dans le nougat noir. D'accord. Parce que là, à partir de 100 degrés, le blanc d'œuf est brûlé. Il est mort. Ouais. Il est mort. C'est pour ça qu'on fait le nougat blanc doit être fait au bain-marie. Pas brûler le blanc d'œuf. Alors s'il y a des gens parmi vous qui ont une notion de pâtisserie, c'est vrai que dans le CAP pâtissier ou le CAP confiseur, on va vous dire, vous montez les blancs en neige et vous versez dessus le sucre et le miel. chaud. Et que là, c'est le sens inverse. Hein. Donc on cuit le miel, on le réduit, on le déshydrate, ensuite après on va incorporer le blanc d'œuf. Voilà.
une autre feuille d'hostie. Vous faites à base de quoi là? Alors, la feuille d'hostie, c'est fait à partir de fécule de pommes de terre et d'eau. Ce sont des usines qui travaillent un peu comme les pâtes à papier. Donc, vous faites, donc en fait, c'est des grands rouleaux, je dirais avec sécheurs, etc. qui vous fabriquent des feuilles de pommes de terre. Alors, c'est pas du tout l'hostie de la messe, puisque à la messe, il faut que ça y ait du froment, tandis que là, il n'y a pas de froment du tout. C'est fait à partir de fécule de pommes de terre et d'eau. Vous le trouvez également à la base du calisson. D'accord. En Espagne, ils en font un pack des figurines, et teintées, etc. Donc, avec des moulages. Voilà, c'est aussi une spécialité pâtissière. Alors, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez le faire directement sur un marbre ou sur une plaque. Alors, ne mettez pas par contre de feuille cuisson, parce que ça va coller complètement au ça va pas le sortir. C'est mort. Voilà, en attendant que ça refroidisse un petit peu, souvent quand je pose la question d'où vient le nougat, il y a des gens qui me disent Montélimar. Eh oui. Donc c'est un peu le réflexe de ce qu'on a dit, mais c'est où Montélimar? En fait, oui. Eh bien justement, c'est parce qu'eux, ils ont eu la chance d'avoir un maire qui s'appelle Émile Loubet, à la fin du 19e. Quand vous tapez Émile Loubet sur Wikipédia, vous le voyez dessiné en caricature avec une barre de nougat dans la poche. Il était maire de Montélimar, député de la Drôme, il a été président de la République. Ah oui. Et donc à toutes les réceptions de l'Élysée, il faisait mettre du nougat de Montélimar. Et notamment, Bonne il y en a pub. fait mettre dans les rations militaires. Ah. Donc on a développé, je dirais, l'image épinale entre nougat et Montélimar. D'accord. Ensuite, en 1936, ça avait les congés payés. Ça, c'est les guêpes, c'est les abeilles. Une abeille, oui. Ouais, les abeilles qui viennent rechercher leur miel. Ouais. Voilà, donc je crois que même si je me pose la question de fermer la fenêtre. Vous voulez que je fasse Ouais, fermer la fenêtre parce que là, je vois, il y a des abeilles qui arrivent. Donc là, Ouais. ça m'ennuie un peu. Mais Je alors, ne veux pas qu'il y en ait un qui se fasse piquer. Alors, donc lorsque en 1936 les congés payés, les gens du Nord descendent dans le Sud pour prendre des vacances, ils sont dans les bouchons de Montélimar où ils arrivent à la gare de Montélimar. Et donc là, les nougatiers ont pris l'habitude de vendre le nougat. De même qu'aujourd'hui, je dirais sur l'aire d'autoroute de Montélimar, qui est une des plus grandes d'Europe, vous avez une quantité assez astronomique de nougat qui se vend. Mais eux, leur grosse saison, c'est l'été. Avec Pour des les touristes. Nous, notre grosse saison, c'est Noël, avec la tradition des 13 et 7. Bon, nous, on fait 10 tonnes de nougat. Eux, moindre nougatier à Montélimar, on va faire 30, 50 tonnes de nougat, facilement. Ils sont plus dans l'industriel qu'autre chose. Comment? Ils sont peut-être plus dans l'industriel qu'autre chose. Il y a les deux. Les deux. Vous avez encore des petits, vous avez des... par exemple, Chavert-Aiguillot, c'est le leader. Là, c'est vraiment... C'est des grosses usines, hein, oui, tout à fait. On trouve beaucoup de marchands sur les marchés. Ah, ça, c'est autre chose. Et donc ils se vendent tous devant des produits de Montélimar. Bon, personnellement, j'ai jamais acheté avec les émissions qu'on voit, donc en général on fait attention, mais ça m'a toujours fait un peu rigoler. Savoir vraiment, est-ce que ça vient vraiment de Montélimar ou alors c'est juste qu'ils prennent l'appellation, ils vendent comme ça. Vous pouvez fabriquer du nougat de Montélimar c'est pas partout dans le monde. Vous pouvez fabriquer du nougat de Montélimar partout dans le monde parce que vous n'avez pas d'IGP. Vous avez plein d'indications géographiques protégées. pas protégé. Donc il suffit de mettre une proportion d'amande suffisante, je crois que c'est 30%, ou alors 28% avec 2% de pistache. Et ensuite, après, en termes de miel, il faut que dans la partie sucrée, le miel représente 20% de la partie sucrée. Et nous, on en met beaucoup plus. Vous allez voir. Donc, du moment que vous faites ça, vous pouvez l'appeler une nougat. Moi, on pourrait l'appeler une nougat de Montélimar. Moi, j'ai pas intérêt, j'ai aucun intérêt. Même si, bon, comme vous direz, eux, ils bénéficient du passage à National 7. Vous savez, c'est cette fameuse boîte en borne National 7 dans laquelle on met du nougat. Ouais. Alors, nous, on a la National 8 et notre maire ne s'est pas présenté aux élections. Donc, on attend un petit peu.
feuilles d'hostie, ça se trouve en magasin de pâtisserie. Pardon? Les feuilles d'hostie, ça se trouve en magasin, enfin Plutôt pâtisserie, sur Internet, accessoires. dans les sites de cuisine. Oui, exactement. En grande surface, on ne trouvera pas. Non. Voilà. Approchez-vous et puis, eh ben, écoutez, vous pouvez vous servir. On va en prendre un.